Assalamu alaikum. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais donner la solution de l'exercice 4. Cet exercice fait partie d'une liste d'exercices que j'ai énoncée il y a plusieurs jours. Aujourd'hui, donc, je m'intéresse à cet exercice où nous allons étudier un opérateur linéaire. Nous allons montrer qu'il est borné, qu'il est compact. Nous allons déterminer l'adjoint. Nous allons utiliser les opérateurs shift pour résoudre une de ces questions. Et enfin, nous allons donner les spectres de T, spectre ponctuel et spectre approximatif. Alors, cet opérateur est défini de L2 vers L2 par la définition suivante. Un X qui est une suite dans L2, j'associe T de X qui est la suite définie ainsi. On nous demande dans la première question de montrer que T est linéaire, borné et de calculer sa norme. D'abord, je reviens sur la définition de L2. L2 est l'espace de Hilbert des suites complexes de carrés sommables. Alors, pour une suite complexe, voilà ce que ça veut dire, elle est de carrés sommables. Cette somme converge. L2 est muni de son produit scalaire usuel. Produit scalaire de x et y, c'est cette somme lorsque x et y sont des suites de L2. Et la norme usuelle de L2, qui est issue de ce produit scalaire, est donc norme de x. Alors en général, on la note norme de 2 lorsqu'il y a confusion avec plusieurs normes, mais ici on va utiliser simplement la norme de L2 et la norme d'un opérateur. Alors norme de x, c'est la racine du produit scalaire x avec x qui est donc cette série à la puissance n². Bon, alors la base hilbertienne canonique de L2 est la famille des éléments En. Chaque En est un élément L2, c'est une suite. Alors c'est la suite, En c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui qui se trouve au rang petit n qui vaut 1. Par exemple, la suite E1, c'est 1, 0, 0, etc. des 0. La suite E2, c'est 0, 1, puis 0, 0, etc. Bon, ça c'est pour un rappel des définitions de L2 et de sa norme. Maintenant, nous allons répondre à la question. Donc, nous avons un opérateur T défini ainsi, comme vous voyez, de L2 vers L2. Alors, la linéarité de T ne pose pas de problème, elle est évidente parce que tout ce que nous faisons dans T de X, ce sont juste des opérations linéaires des composantes xk. Et la norme de T de X au carré, c'est la somme des carrés des éléments de l'image. Alors, le premier terme de l'image, c'est 0. Donc ici, je commence par le terme numéro 2, le carré du terme de la suite numéro 2, etc. Et ainsi de suite. Donc c'est la somme des k égale 1 jusqu'à plus l'infini de norme de xk au carré sur, même si c'est, pardon, valeur absolue de xk au carré sur k plus 1 au carré. Si j'ai mis ici la valeur absolue, ce n'est pas nécessaire puisque k plus 1 est un nombre positif. Voilà donc la norme au carré. Si vous voulez la norme seulement, vous mettez la racine. Alors, le terme le plus petit des dénominateurs, c'est pour k égale 1. C'est 2 au carré égale à 4. Donc, tous ces termes sont, chaque terme est inférieur à 1 quart que multiplie xk en module au carré. Donc, on peut sortir le 1 quart et avoir ici, qu'est-ce qu'on a? On a la norme de x au carré. Ainsi, nous avons montré que cette norme est inférieure à ça. Si vous faites la racine, vous trouvez norme de t de x est inférieure à norme de x sur 2, ce qui prouve que
puisque t est linéaire, t est un opérateur borné et norme de t est inférieure à 1,5. Attention, parce qu'on a ici les carrés. Donc, il faut passer à la racine carrée ici et là pour, donc, on déduit que norme de t est inférieure à 1,5 et t est borné. Nous allons montrer qu'en fait, norme de t est égale à 1,5. Et pour cela, nous allons remarquer que t de E1 égale E2 sur 2. Regardez, si vous mettez ici E1, c'est-à-dire 1 et après que des zéros, l'image t de E1, ce sera 0, 1,5 et puis des zéros. 1,5 dans cette place, ça veut dire que ce vecteur est égal à E2 sur 2. E1 et E2 sont les vecteurs, évidemment, les premiers vecteurs de la base hilbertienne. Chaque vecteur est de norme 1. Donc la norme de E2 sur 2, c'est 1 sur 2, c'est 1,5. Revenons à la définition de la norme. La norme de t, c'est le sup des images t de x en norme lorsque x parcourt la sphère unité de L2. Parmi les éléments de la sphère unité, il y a E1. On vient de dire qu'il est de norme 1. Donc, ce sup est supérieur à t de 1 en norme. Or, t de 1, c'est E2 sur 2. Et sa norme, nous venons de dire que c'est 1,5. Alors, vous voyez que nous avons démontré que norme de t est supérieure à 1,5. Et nous avons donc la réciproque de cette inégalité, c'est ça. Et donc, norme de t est égale à 1,5. Je réponds maintenant à la question numéro 2. Alors, pour montrer que t est compact, je vais d'abord définir des opérateurs linéaires bornés de rang fini. Alors, pour chaque n dans n étoiles, je définis cet opérateur t indice n, comme ça, donc tn de x, où je mets les premiers termes de l'image de t de x, l'opérateur de départ. Les n plus 1 éléments, après je mets des zéros. Donc si vous voulez, je fais une coupure dans l'image t de x, au niveau de, ici la composante numéro n plus 1, et après je mets des zéros. Là, vous voyez donc que ce tn de x est un élément de l'espace engendré par E2, E3 jusqu'à E3 plus, n plus 1, les éléments de la base canonique. Tn est un opérateur linéaire, c'est évident qu'on pour t de x. Son image est un espace vectoriel, est inclus dans un espace vectoriel de dimension finie. Alors Tn est de rang fini. En plus, il est borné. Alors comment je vais faire pour montrer qu'il est borné? Alors je prends l'image Tn de x au carré. Je calcule la somme des modules de ces composantes, voilà ce que ça donne, de 1 jusqu'à n de ces quantités-là, qui est inférieure évidemment à la somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini, puisque on somme ici des quantités positives. Et là, je retrouve ce que j'ai fait dans, un peu plus haut. Ceci est majoré par un quart, je ne vais pas revenir sur l'explication, c'est inférieur à un quart la somme de tous les modules de xk au carré pour k variant de 1 à plus l'infini, c'est-à-dire norme de x au carré sur 4. Du coup, j'ai montré que cette image au carré est inférieure, cette image en norme, est inférieure à norme de x2 sur 4. La linéarité, nous avons dit qu'elle est évidente, plus cette inégalité, si vous passez à la racine carrée, norme de Tn de x est inférieure à norme de x sur 2. N'oubliez pas de mettre la racine ici. Et cela montre que cet opérateur Tn est borné. Ainsi, nous avons ici une suite d'opérateurs linéaires bornés de rang fini. Je vais montrer que la limite de cette suite Tn est égale à t, ce qui va montrer que t est un opérateur compact. Pour un x quelconque dans L2 de norme 1, c'est-à-dire un élément x de la sphère unité dans L2, je considère t de x moins tn de x en norme au carré. Alors, puisque tn de x et t de x coïncident sur les premiers éléments, les n premiers éléments,
Alors, la différence ici en norme au carré va nous donner la somme des modules de xk au carré, k plus 1 au carré, mais à partir de k égale n plus 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, évidemment, dans ces dénominateurs, les k plus 1 au carré, le plus petit, c'est lorsqu'on met k le plus petit, c'est-à-dire n plus 1. Alors, ça donne ici n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2 au carré. Et donc, cette somme, tous les termes ici sont inférieurs à xk au carré sur n plus 2 au carré, que je peux sortir, donc, ici. Et il me reste alors la somme de xk au carré de k plus 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, cette somme elle-même, donc, est inférieure à la somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire la norme de x au carré, toujours sur n plus 2 au carré. Et puisque j'ai choisi des x dans la sphère unité, alors ceci est égal à 1 sur n plus 2 au carré. En passant à la racine carrée, alors je vais revenir à la définition de la norme de t moins tn, c'est le sup des t de x moins tn de x en norme lorsque x est dans la sphère unité. Or, pour tous les éléments de la sphère unité, nous avons trouvé que ceci, alors en passant à la racine carrée, tn de x, t de x moins tn de x en norme est inférieur à 1 sur, la racine carrée ici, c'est 1 sur n plus 2. Donc, ce sup est inférieur à 1 sur n plus 2, qui tend vers 0. Par conséquent, norme de t moins t1 tend vers 0. Et donc, tn converge vers t dans l'espace des opérateurs comme tel de L2. Tn donc est une limite, Tn admis comme limite t. Ainsi, et comme les Tn sont tous des opérateurs bornés de rang fini, t est un opérateur compact d'après un résultat du cours. Je m'intéresse maintenant à la question numéro 3. Déterminer l'adjoint de l'opérateur t. Alors pour cela, je vais rappeler certains opérateurs que nous avons étudiés dans les vidéos précédentes. Alors vous avez l'opérateur Shift à droite, évidemment de L2 vers L2, qui à X associe cette suite que vous voyez ici, c'est la suite XN de départ que nous avons déplacé à droite. Shift à droite, c'est déplacement à droite. Et dans la première place, nous avons mis le 0. C'est comme ça que c'est défini. Vous avez également le Shift à gauche, qui est à l'inverse de R, déplace à gauche, et donc le X1 disparaît. Vous avez X, on lui fait correspondre, donc la suite XK, on lui fait correspondre la suite qui commence par le terme X2, la suite X2, X3, etc. Nous avons étudié ces opérateurs et nous avons montré qu'ils sont linéaires, bornés et qui sont adjoints l'un de l'autre. Nous avons aussi étudié un opérateur diagonal, cet opérateur associé à la suite 1 sur n. Pourquoi je dis associé à la suite 1 sur n? Parce que la suite, c'est pour une suite xn, on associe la suite xn sur n, n supérieur ou égal à 1. Alors, si vous regardez bien, notre opérateur de cet exercice n'est autre que d rang r, ce que je note tout simplement dr. En effet, si vous écrivez r de x, qui est ça, vous lui appliquez la diagonalisation, c'est-à-dire vous divisiez chaque terme par le nombre de sa position, vous aurez exactement t. Ça me donne l'idée de vous donner une autre démonstration, à condition que vous admettiez que D est compact, ce que nous avons déjà fait dans une vidéo. Je vais vous laisser le lien. Si on suppose que D est compact, cette écriture nous donne automatiquement T est compact, parce que nous avons vu dans le cours que si dans une composition d'un espace de Banach de E vers E, vous avez l'un des opérateurs dont la composition est compacte, que ce soit à droite ou à gauche ici, alors
la composition qui est ici T est compacte. Mais nous allons utiliser cette écriture pour trouver l'adjoint de T, parce que la compacité, on l'a démontré directement. Et d'ailleurs, pour rappel, j'ai montré que si vous avez un opérateur diagonal, pas uniquement avec cette suite 1 sur n, mais avec la suite alpha n, alpha 1, x1, alpha 2, x2, alpha 3, x3, où alpha n est une suite de nombres complexes qui tend vers 0, alors l'opérateur que l'on peut appeler d alpha, associé à une suite alpha n, est compacte, avec la condition la suite alpha n tend vers 0. Alors, pour ce qui est de l'adjoint, nous avons appris que on peut mettre l'adjoint d'une composition, donc T étoile c'est DR étoile, et quand on fait l'adjoint, on inverse les positions en écrivant l'adjoint de chaque élément, chaque opérateur dans cette composition. Donc c'est R étoile rang D étoile. Alors D étoile, puisque c'est un opérateur diagonal avec une suite réelle, et ça on l'a fait aussi, avec la suite 1 sur n qui est réelle, son adjoint c'est lui-même, donc D étoile c'est D. Et R, nous avons dit que son adjoint c'est L, donc LD. Alors, qu'est-ce que ça donne LD? Si vous prenez une suite YN, vous appliquez D, voilà ce que ça donne, ce qui est entre parenthèses. Vous appliquez L, donc qu'est-ce que vous faites avec L? Vous déplacez à gauche. YN disparaît, voilà ce qu'on obtient. Ce qui donc donne T étoile de Y, c'est cette suite Y2 sur 2, Y3 sur 3, etc. Voilà donc l'adjoint d'une manière explicite, l'adjoint de T. Dans la quatrième question, on nous demande de trouver les spectres, le spectre de T, le spectre ponctuel de T et le spectre approximatif. Avant de répondre à cette question, j'aimerais rappeler ce résultat sur le cours des opérateurs compacts. Si vous avez un opérateur T sur un espace de Banach, c'est-à-dire T de E vers E, si lambda appartient à sigma de T et lambda différent 0, alors lambda est forcément une valeur propre. Autrement dit, les valeurs spectrales qui sont non nulles sont toutes des valeurs propres. Et évidemment, les valeurs propres sont toutes des valeurs spectrales. 0 appartient à sigma de T. Pourquoi? Parce que T n'est pas surjectif. Et pourquoi T n'est pas surjectif? On va expliquer. Regardez la formule des images de T. T de x est égal. Vous avez toujours dans la composante numéro 1, 0. Donc, vous n'aurez jamais une composante sur le vecteur E1 de la base hilbertienne de L2. E1 n'appartient pas à l'image de L2. Et donc, T n'est pas surjectif, ce qui veut dire que 0 appartient à sigma de T. Alors, nous avons dit que 0 est une valeur spectrale de T. Maintenant, pour chercher s'il y a des valeurs spectrales de T, nous allons utiliser le théorème précédent, à savoir que pour un opérateur compact, les autres valeurs spectrales de T, autres que 0, ne peuvent être que des valeurs propres. Théorème précédent. Donc, je suppose qu'il y a une valeur propre non nulle. T de U égale lambda U avec U un vecteur non nul. J'écris ici dans cette colonne les composantes de l'image T de U, donc 0, U1 sur 2, etc., UN sur N plus 1. De l'autre côté, je mets lambda U, lambda U1, lambda U2, etc., lambda UN plus 1, et ainsi de suite. Alors maintenant, puisque lambda est non nul, cette écriture nous donne U1 égale 0. Je remplace ici 0. Lambda non nul, U2 égale 0. Et ainsi de suite. Par récurrence, je démontre que UN est nul, quel que soit N, ce qui veut dire que le vecteur U est nul. Ceci contredit cette hypothèse, puisque un vecteur propre est toujours non nul. En conclusion, donc, il n'y a aucune valeur propre de T qui soit non nulle. Et donc, la seule valeur spectrale, c'est 0. Alors,
alors on en déduit que sigma de t, c'est le singleton 0. Et sigma p de t, les valeurs propres, cet ensemble, c'est l'ensemble vide. En effet, nous venons de démontrer qu'il n'y a aucune valeur propre non nulle, et 0 non plus n'est pas une valeur propre. Alors pourquoi? Eh bien, parce que t est injectif. Si vous avez t de x égale 0, alors vous aurez x1, x2, etc. Toutes les composantes sont nulles. Donc, il n'y a pas de vecteur non nul tel que t de x égale 0. 0 n'est pas une valeur propre de t. Alors maintenant, venons-en au spectre approximatif. Nous avons vu dans une vidéo précédente que la frontière de sigma de t est toujours inclus dans sigma a de t, le spectre approximatif. Sigma de t est égal au singleton 0, sa frontière c'est lui-même. Et donc vous avez le singleton 0 est inclus dans sigma a de t, qui est lui-même inclus dans sigma de t, qui vaut le singleton 0. Conclusion, vous avez aussi le spectre sigma a de t, le spectre approximatif, est égal au singleton 0. Nous avons donc répondu à la dernière question, cette dernière question qui est la quatrième. Alors, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine, puisqu'il nous reste encore des exercices à corriger sur cette liste d'exercices. Je vais vous montrer l'exercice que nous allons corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Voici l'énoncé de l'exercice 5 que nous allons corriger